Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Camille Pascal. Bonjour Quentin. Donc, est-ce que vous aimez Johnny Hallyday déjà ? Alors, je crois qu'on ne peut pas être français et ne pas aimer Johnny Hallyday parce que Johnny Hallyday, il nous a accompagnés depuis les années 60, depuis la génération de mes parents jusqu'à sa mort. Donc, il est une partie de notre identité aujourd'hui. Cette espèce de faux chanteur anglais qui en fait est un grand chanteur français. Et puis, moi, j'ai un souvenir qui est que j'avais assisté à un de ses concerts au Stade de France à côté de Bernadette Chirac, qui était déchaîné. Ah oui, donc elle danse bien, Bernadette Chirac. Oui, et puis Bernadette Chirac chantant On vous met le feu, ça reste un moment inoubliable. Dans son tailleur Chanel rose. Toujours très, très populaire, très, très Johnny. Donc, vous êtes agrégé d'histoire. Vous étiez conseiller du président Nicolas Sarkozy entre 2011 et 2012. Vous êtes un ancien conseiller de Jean Castex, mais vous êtes un écrivain. Vous avez écrit Insidieux choisit la France, L'été des quatre rois, La chambre des dupes et votre dernier livre, c'est L'air était tout en feu aux éditions Robert Laffont. Donc on va en parler un petit peu plus longuement. Mais je voulais d'abord vous me pencher sur votre premier livre, m'attarder sur celui-ci. C'est le premier livre à succès que vous avez écrit. Donc c'est Scènes de la vie quotidienne à l'Élysée aux éditions Plomb, paru en 2012, que vous avez vendu à 40 000 exemplaires quand même. Et donc c'est un livre saint-simonien où vous racontez un petit peu les coulisses de l'Élysée. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Ça a été un impératif. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré le président en fin 2010. Il y a entre nous se crée une relation très forte de confiance. Vous savez, quand le président de la République vous connaît pas, qu'il vous reçoit dans son bureau et que quelques semaines après, vous devenez un de ses proches, que vous l'accompagnez partout, que vous écrivez ses discours, qui vous fait une confiance totale, qui vous écoute. Alors, Sarkozy, il ne faut pas parler trop longtemps, et surtout, il faut pas dire de conneries, parce que ça part vite dans... Donc, nous menons le combat politique de 2012, qui pour moi a peut-être été, mais je pense pour le pays, vraiment le rendez-vous raté. Il n'y a qu'à voir où nous en sommes aujourd'hui. Si cet hiver, les Français ont froid, c'est quand même parce que ils ont élu en 2012 un homme qui a mis fin au consensus national sur le nucléaire. Et ça, je me souviens très bien, dans plusieurs discours que j'ai d'ailleurs écrits avec et pour le président Sarkozy, qu'il a alerté les Français en disant « Attention, ne jouez pas sur le tapis vert de la politique le consensus nucléaire. » On le paie aujourd'hui. Et si les Français ont froid cet hiver, ou qu'ils sont obligés de baisser de quelques degrés, c'est pas à cause de la guerre en Ukraine. C'est à cause de cette folie politique et nationale qui a été de mettre un terme et de ne pas reconduire les centrales et de fermer Fessenheim. Donc voilà, je l'ai accompagné. Donc j'ai vraiment eu le sentiment. Il y a eu deux choses. À la fois, pour mon pays, que l'élection de 2012 était une catastrophe. Elle l'a été, elle s'est révélée. Enfin, je crois qu'il ne restera rien du mandat de François Hollande. Il ne restera rien. Même le Mali, qu'on lui avait mis à son crédit, regardez la faillite. Il faut que nos armées se retirent et en plus sous les insultes. Alors qu'elle a protégé les populations. Donc, et puis à côté, il y avait eu quelque chose d'affectif, d'humain, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous savez, c'est Cendrillon, c'est-à-dire que votre voiture avec chauffeur se transforme en citrouille. C'est très bien, parce que ça vous remet la tête à l'endroit. Enfin, moi, j'ai toujours su que ça se terminerait d'ailleurs, mais surtout on est séparés. J'étais séparé de lui et de cette force qu'il incarnait. Et donc l'idée m'est venue, mais c'était même plus une idée, c'était une sorte d'obligation d'écrire et de raconter cette aventure incroyable qui est qu'un garçon comme moi, une petite quarantaine d'années, se retrouve comme ça auprès du président de la République pendant une aventure politique incroyable. Donc ça, j'ai voulu le raconter. Et comme je suis un grand lecteur de Saint-Simon, un grand lecteur des mémorialistes en général, je me suis dit, mais au fond, pourquoi ne pas raconter cet épisode comme ils l'ont fait ? C'est-à-dire à la fois
en parlant de l'histoire que l'on est en train de vivre, et en même temps de montrer comment cette maison qu'est l'Élysée fonctionne. Et d'ailleurs, vous êtes revenu à l'Élysée et les gens vous ont remercié, enfin en tout cas le personnel vous a remercié pour ce livre. Dis-moi, vous êtes bien informé. Vous. Oh, je sais tout, je sais tout. Alors là, vous êtes incroyable. Vous. Alors, oui, je m'étais dit que je ne remettrais pas les pieds à l'Élysée. Je faisais mon Giscard d'Estaing. Et puis, j'ai été invité très aimablement par le président Macron à l'occasion de la remise à Jean Castex de la Grande Croix de l'Ordre national du mérite. Vous savez qu'au bout de 6 mois, un Premier ministre devient de droit Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Nous étions assez peu nombreux, parce que c'était encore en période de Covid, donc il fallait respecter les distances, etc. Moi, c'était très émouvant pour moi, de revenir au palais. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé entouré d'huissiers, de gardes républicains, de majordomes, et qui sont venus d'abord me saluer, me dire « Ah, mais monsieur Pascal, voilà, ça faisait 10 ans. Et merci d'avoir parlé de nous, merci d'avoir montré ce qu'était le palais, comment tout ça fonctionne. » Et ça m'a énormément touché. Alors, c'était amusant comme scène parce que donc, il y a eu un petit attroupement autour de moi. Et je voyais le couple présidentiel, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, se demander un peu ce qui était en train de se passer. Voilà, donc je les intriguais. Mais on le comprend. Et vous avez écrit donc votre prochain, enfin le roman d'avant, enfin qui n'est pas un roman, qui est un livre sur l'histoire de France. Ainsi Dieu choisit la France, aux éditions Presse de la Renaissance. Et là, vous revisitez donc les grands événements de l'histoire de France. Et pourquoi Dieu a choisi la France? On dit que la France est la fille aînée de l'Église. D'où vient cette formule reprise par Jean-Paul II d'ailleurs quand il est venu en France? C'est l'objet de mon livre. Alors, France, fille aînée de l'Église, c'est tout simplement parce que le roi Clovis est le premier roi barbare à passer directement du paganisme au catholicisme romain. Alors que tous ces petits congénères, lombards, visigoths, ostrogoths, etc., sont passés par une hérésie qui était l'arianisme. Qu'est-ce que c'est que l'arianisme? L'arianisme, c'est le catholicisme pour les nuls. C'est-à-dire que aller expliquer à un roi barbare du 4e ou du 5e siècle que la Trinité, c'est 3 en 1, enfin tout ça est très compliqué. Donc l'arianisme est beaucoup plus simple. Il y a un patron, c'est Dieu le Père, puis après ça se décline. Donc là, ça leur allait. Mais c'est une hérésie, évidemment. Donc l'Église de Rome, le pape de Rome, a trouvé une sorte d'allié de revers dans ce petit roi franc, qui régnait sur le royaume de Tournai, c'est-à-dire un département français actuel, enfin, de la taille, que n'était peut-être pas une lumière, mais enfin, en tout cas, qui était bien marié à une catholique, qui était Clotilde. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que, en réalité, ça a fait bondir, mais c'est la vérité, c'est que la France est une invention politique et théologique de l'Église de Rome. Voilà. C'est-à-dire que les papes vont donner à la France et aux Francs, donc au début aux Francs, puis aux Français, puis au roi de France, une mission qui est de devenir en réalité le nouveau peuple élu de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire qu'en gros, je vous la fais courte, il y a eu le peuple de l'Ancien Testament qui sont les Hébreux, et puis il y a un peuple du Nouveau Testament qui sont les Français. Ce qui d'ailleurs rapproche ces deux peuples, le peuple juif et le peuple français, parce que ils sont investis, alors pour ce qui est des Français, par les papes de Rome, d'une sorte de rôle messianique, gesta Dei per Francos, c'est-à-dire Dieu agit à travers les Francs. Et ce que j'ai essayé de montrer à travers un certain nombre d'épisodes importants, alors ça va de Jeanne d'Arc, Philippe le Bel, la Saint-Barthélemy, jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État, de montrer que, au fond, ce qui explique à la fois la longévité et l'identité de notre pays, c'est ça. Et peut-être notre orgueil national d'ailleurs, qui fait qu'on est quand même insupportable aux autres. Pourquoi? Parce que, au fond, l'Église de Rome a fait de la France la nouvelle terre promise, de Paris la nouvelle Jérusalem, des rois de France les nouveaux rois davidiques. Pourquoi est-ce que vous les trouvez sur les tympans de nos cathédrales? C'est pour ça. Et pourquoi est-ce que Saint-Louis achète la couronne d'épines à son lointain cousin, l'empereur latin de Constantinople? C'est parce que c'est logique. Puisque la France devient la nouvelle terre promise, puisque Jérusalem, puisque Paris est Jérusalem, puisque son palais est le nouveau temple, palais de Salomon, et que
Notre-Dame est le nouveau temple de Salomon, parce que c'est ça l'histoire, eh bien, il faut ramener le Christ en France. Et donc, il achète à prix d'or la Sainte Couronne d'épines. Voilà. Tout ça, et au fond, ça explique aussi la violence de la lutte religieuse en France, notamment entre laïcisme, je dis bien laïcisme, je dis pas laïcité, entre laïcisme et catholicisme. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les Lumières, puis la Révolution, puis la République ont laïcisé ce discours. Et vous vous rendez compte, personne n'y fait attention, mais quand un président de la République, quel qu'il soit, que ce soit François Mitterrand, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande, vient expliquer aux Français la France a une mission universelle. C'est la laïcisation de la mission divine. Quand on dit France, terre des droits de l'homme, c'est la laïcisation de terre nouvelle, de la France, nouvelle terre promise. Voilà. Donc, et ça explique la violence, parce qu'en réalité, c'est une substitution religieuse par la laïcisation du discours. Et justement, et dans vos discours que vous avez écrits pour Nicolas Sarkozy, il y a le discours du Puy-en-Velay, le discours au CRIF, où vous rappelez aussi les racines juives de la France. Tous ces discours sont pétris de christianisme, et donc vous dites que c'est primordial que les hommes politiques français aujourd'hui soient conscients mais conscient d'être ce que nous sommes, c'est insulter personne. Et c'est justement, vrai. vous dites que vous aviez des problèmes parfois avec des diplomates qui ne voulaient pas... Mon premier discours. Parce que, alors, il se trouve... Bon, on l'expliquera comme on voudra, mais en réalité, moi, je ne suis pas recruté par Nicolas Sarkozy pour écrire ces discours. Je suis recruté par Nicolas Sarkozy parce qu'à l'époque, je sors de France Télévisions où j'étais secrétaire général, j'ai été directeur de cabinet de Dominique Baudis, président du CSA, donc j'ai une sorte de compétence sur les médias, l'audiovisuel, etc. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, l'un des présidents du CSA qui aura donné le plus de fréquences à Radio Courtoisie, c'est Dominique Baudis. Parce que lui, il voulait le pluralisme. Il considère que c'était écrit dans la loi. Tout le monde n'a pas la même vision des choses, en tout cas la même vision du pluralisme. C'est ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable. Mais comme tout bon trotskiste. Et donc vous avez comment dire, il y a dans les médias, voilà, cette tentation de laïciser tout. Et en réalité, c'est là, ça explique la violence. Pourquoi dans les autres pays il n'y a pas ça ? Parce qu'il n'y a pas eu la volonté de substituer, comment dire, une vision sans transcendance, mais de la même politique. Et justement, le pape François n'est jamais venu en France, alors que c'est donc la fille aînée de l'Église. Est-ce que c'est justement cette fille aînée qui n'est plus catholique et qui est, on ne va pas dire boycottée par le Vatican, mais comment vous expliquez que le pape François ne soit jamais venu en France alors que Dieu a choisi la France ? Peut-être parce que le pape François n'a plus tout à fait la même vision historique que ses prédécesseurs. C'est un homme qui vient des confins, c'est un Sud-Américain, c'est un jésuite. On ne peut pas dire que les jésuites étaient très bon souvenir de la France. Je rappelle que l'ordre a été interdit en France et pas par la Révolution, par le roi Louis XV. Donc il y a peut-être il a peut-être une dent jésuite contre le pays. Et ben vous parlez du roi Louis XV et ça tombe bien parce qu'on va parler donc de votre livre L'air était tout en feu ou la conjuration de Célamare. Donc c'est en 1718 et c'est pendant la période de la Régence. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer cette période particulière de l'histoire de France ? Oui, c'est une période très particulière parce que, d'abord, elle est très courte, c'est un septennat, mais elle est fondamentale parce qu'elle fait entrer la France dans le XVIIIe siècle. En réalité, le régent, qui est donc le neveu alors je rappelle la situation, la famille royale a été décimée par les maladies. Donc, Louis XIV, qui était si fier de cette descendance masculine de Monseigneur le grand dauphin, de ses 3 fils, etc. Donc il voyait sa dynastie installée, les a tous vus mourir. Sauf un, le duc de Berry, qui est devenu roi d'Espagne. Et donc à la fin de sa vie, le seul qui peut assurer la régence, c'est son neveu, qu'il n'aime pas beaucoup. Parce qu'il est libertin, parce qu'il est libre-penseur. Je rappelle que le régent qui s'obligeait à aller à la messe pour plaire à son oncle de roi mettait dans son missel Rabelais. Voilà. Donc il lisait Rabelais à la messe. Donc, ce qui vous donne... Bon, puis il aimait voir le diable. Enfin bon, il était un peu... C'est un personnage un peu fantasque. Mais par contre, c'est un grand homme d'État. Et il va solder
l'héritage Louis XIV qui est extrêmement lourd. D'abord, une dette colossale, puisque notamment la guerre de succession d'Espagne qui a duré 13 ans laisse le pays exsangue. Cette dette, il va la régler. On connaît la méthode, d'ailleurs on l'applique en ce moment, c'est l'inflation. Grâce au système de l'eau. Donc, l'inflation va ruiner une partie, enrichir certains, ruiner d'autres, et surtout, elle va liquider la dette, ce qui n'est quand même pas rien. Ensuite, il va renverser le système d'alliance avec une vision politique très et je trouve, moi, assez audacieuse. C'est-à-dire qu'au fond, il va abandonner la vieille alliance avec l'Espagne catholique de Philippe V, cette sorte de pacte de famille entre les Bourbons, pour passer alliance avec les ennemis d'hier, c'est-à-dire l'Angleterre et la Hollande protestante et l'Empire, le Saint-Empire romain germanique. Et à l'époque, c'est un choc, parce que pour les Français qui sont battus pendant 13 ans contre ces gens-là, ça paraît un peu curieux de créer une alliance, tout ça pour enfermer d'ailleurs le roi Philippe V dans les frontières de son royaume et de son empire. Et donc, mais le régent le fait pour des intérêts particuliers, on y reviendra peut-être, mais surtout dans cette idée que sans paix universelle, donc en Europe en tout cas, la France ne tiendra pas. Il faut qu'elle soit. Et d'ailleurs, cette politique sera celle du cardinal de Fleury, c'est-à-dire que la France va connaître une incroyable période de paix de 1713 à 1743. Quand on sait ce qu'a été le règne de Louis XIV, ça explique la prospérité, ça explique la démographie, ça explique que la France va devenir, au XVIIIe siècle, le plus grand pays d'Europe. Donc cette régence, et vous avez décidé de vous concentrer donc sur la conjuration de Célamare. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la conjuration de Célamare ? Votre livre commence par un incendie à Paris, donc le 27 avril 1718. Oui, c'est-à-dire que 3 siècles quasiment jour pour jour avant l'incendie de Notre-Dame, il y a eu à Paris un incendie qui a failli emporter Notre-Dame. C'est l'incendie du Petit Pont. C'est une histoire assez triste d'ailleurs. C'est une mère qui était à la recherche du cadavre de son fils qui était tombé dans la Seine. Et on lui avait dit, ce sont les superstitions du temps, qu'avec du pain consacré et une bougie et une petite sibylle en bois, le saint amènerait la bougie. Le problème, c'est que la bougie elle est allée s'encastrer dans un bateau de foin, que le bateau est allé lui-même s'encastrer dans le Petit Pont. Le Petit Pont existe toujours aujourd'hui. Il relie l'île de la Cité à la rive gauche. Simplement, il n'a plus du tout la même tête, car c'était à l'époque un pont construit, comme le Ponte Vecchio ou le Rialto en Italie, et c'était le centre du commerce du luxe. C'est là qu'on trouvait les plus beaux tissus, la joaillerie, les marchandes. Et cet incendie a pris... Voilà, et donc ça s'est communiqué à l'île de la Cité. Il a fallu... intervenir pour empêcher que ça n'arrive jusqu'à la cathédrale. Je rappelle qu'à l'époque, l'île de la Cité, le camarade baron Haussmann n'est pas passé par là avec un bulldozer, donc c'est un enchevêtrement de maisons médiévales en bois, enfin bon. Et l'archevêque de Paris va même sortir la chasse de Sainte-Geneviève pour arrêter l'incendie. Donc je suis parti de là parce que c'est justement cette atmosphère enflammée d'une régence qui est à la fois une sorte, pour reprendre un terme, de movida, c'est-à-dire où on sort du carcan très, très pesant du dernier règne, et un moment de grand affrontement politique, justement, entre la politique du régent, qui renverse tout, et ce que l'on appelait la vieille cour, c'est-à-dire, au fond, ce qu'on dirait aujourd'hui les conservateurs, qui, eux, veulent arrêter cette évolution, quitte à mettre en place, lancer une fronde. Et c'est donc la duchesse de Maine donc, qui veut prendre, elle, le pouvoir. Donc c'est une femme. Oui. Alors d'abord, il faut, comme nous sommes aujourd'hui dans des sociétés où tout est genre, voilà, sexe, c'est ça. parce que le genre est un mot bizarre, mais bon. Et en fait, elle ne se définit pas. La duchesse du Maine, elle fait 1m45. Voilà. Elle est la petite fille du Grand Condé, elle est princesse du sang. C'est la seule chose qui la désigne. C'est pas de savoir si elle est une femme ou si elle est princesse du sang. Et par malheur, on l'a mariée de force à un bâtard, qui est le duc du Maine, qui est le bâtard de Louis XIV et de Madame de Montespan. Et donc, cette honte sociale pour elle, princesse du sang, d'être mariée à un bâtard, parce que nous sommes à une époque où seul compte la pureté du sang, l'origine, la naissance.
Et un bâtard, même si Louis XIV l'a couvert de charges, d'honneur, d'espérance, etc., c'est un bâtard. Bon. Et elle ne supporte pas la dégradation du duc du Maine, parce que qui est l'ennemi du régent, et donc elle va se lancer dans une extravagante conjuration pour abattre le régent. Donc un complot. Alors, oui, un complot. Alors sans en dire trop sur le livre, évidemment, comment, parce que ce qui est très drôle, c'est que on va en reparler de comment vous travaillez vos livres, parce que c'est un roman historique. Alors à chaque page, on se dit, alors est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ou pas? Et tout est vrai, mais c'est fictif. Enfin, mais parce que, par exemple, donc on pense évidemment au Roi maudit de Maurice Druon, et je sais pas Belle comparaison. Oui, c'est ça, exactement. Et vous savez que, alors c'est moins flatteur, mais la série Le Trône de Fer ou encore l'auteur s'est inspiré donc de Maurice Druon. Et là, on ressent vraiment cette ambiance. Alors, comment vous expliquez que les Français adorent les complots, les coups dans le dos politiques, toutes ces histoires? Oh, je crois que c'est pas les Français. Je crois sincèrement que le pouvoir entraîne la lutte pour le pouvoir. Alors, ce qui est peut-être très français, c'est l'inconséquence de ce complot, son côté mondain, extravagant, qui fait que la duchesse du Maine va se retrouver dans une situation, et son mari vont se retrouver dans une situation extrêmement périlleuse, et qu'ils n'ont pas compris que face à eux, ils n'avaient pas simplement le duc d'Orléans, ils avaient un homme politique, un grand homme d'État, et un homme politique qui est aussi un grand homme d'État, malgré une vie un peu dissolue, qui est l'abbé Dubois, et qui vont les enfermer en fait dans une nasse, donc dans laquelle ils vont se précipiter eux-mêmes, avec délectation d'ailleurs. Mais la duchesse du Maine est un personnage étonnant, parce qu'elle est à demi folle, en même temps c'est une grande intelligence, elle est passionnée par Descartes, par l'astronomie, elle se fait lire La pluralité des mondes par Fontenelle, c'est une intellectuelle, on dirait un bas bleu, mais et puis c'est une précieuse ridicule qui se lance dans la politique, et ça finit mal. Oui, ça finit mal, sans vouloir dire la fin. Donc ça finit mal. Et comment donc l'air était tout en feu aux éditions Robert Laffont. On rappelle qu'on est avec Camille Pascal. Comment vous écrivez ces histoires? Parce que forcément, donc je vous disais pendant tout le livre, on se dit alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est un roman fictif? Est-ce que c'est une histoire qui est romancée? Ou est-ce que c'est un roman qui est tiré d'histoires vraies? Alors. Moi, comment vous dire, j'utilise les artifices de la littérature pour faire de l'histoire. Voilà. C'est que je reviens à une vieille tradition qui est celle d'un Vigny, d'un Mérimée, même d'un Dumas. Alors Dumas, lui, c'est beaucoup plus fictif. Non, le principe, il est le suivant. Je reconstruis l'événement avec tous les éléments historiques à ma disposition. J'ai une sorte de soin maniaque de la vérification. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal, parce que c'est un palais qui est assez peu connu, mais j'ai reconstitué le plan du palais royal sous la Régence pour savoir où on est, où on va, par quelle porte on passe, par quelle rue on arrive, où se passent les scènes. Parce que moi, ce que je veux, c'est prendre le lecteur. Et le plonger dans le bain de l'histoire. C'est que moi, je ne fais pas d'introduction, je ne lui explique pas, je ne lui mets pas un arbre généalogique, etc. J'estime que l'écriture, la littérature, doit suffire à lui permettre de comprendre. Alors, ensuite, je mets en scène. C'est la mise en scène. Parce que par définition, quand je raconte une scène, évidemment, je me suis entouré de témoignages, je me suis documenté, je sais dans quelle pièce ça se passe ou dans quel endroit ça se passe, quel jour ça se passe et je sais à quelle heure ça se passe. Mais ensuite, c'est là qu'intervient le récit et c'est là qu'intervient l'écrivain. Bon. Mais il n'y a pas un dialogue que j'ai inventé. Tous les dialogues sont tirés des mémoires du temps ou de courriers ou de correspondances. Il n'y a pas un fait que j'ai inventé. Ça paraît totalement extravagant, mais tout est vrai. Ensuite, voilà, il est vrai. Alors, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'elle apprend que son mari à la suite du lit de justice, perd son titre de prince du sang, la duchesse du Maine a une crise d'hystérie. On le sait parce qu'on a deux phrases de sa grande ennemie, la princesse Palatine, qui dit qu'elle a tout cassé dans son appartement. Bon. Après, moi, je le décris, mais je m'en donne à cœur joie. Mais là, c'est vrai que
la mise en scène est littéraire. Mais le fait est vrai. En tout cas, si on en croit la princesse Palatine. Et il semblerait que la duchesse qui était toute petite, se soit fait porter par des laquais beaucoup plus grands pour pouvoir briser tous les miroirs. Ah oui. Donc parfois on se dit mais pas besoin d'inventer des histoires, finalement l'histoire de France est déjà un terreau mais là, alors je vous assure pour du haut de mes 56 ans et d'une petite expérience de la vie publique, politique, médiatique, la réalité est toujours supérieure à la fiction. Toujours. C'est pour ça que je n'invente rien, parce que d'abord, je trouve passionnant de ressusciter le passé. Moi, c'est ça qui me ressusciter le passé et le rendre accessible. C'est-à-dire que nous avons une université qui a tué l'histoire à force d'intellectualisme, et là, je le restitue, je me place dans cette grande tradition que j'admire de ces auteurs du 19e siècle qui ont construit une histoire de France collective. Et alors, pourquoi vous avez choisi cette période en particulier ? Parce que c'est pas une période qui est très connue, on n'en a pas beaucoup parlé. Pourquoi vous êtes focalisé particulièrement sur cette période-là ? Parce que j'aime rentrer dans les anfractuosités de l'histoire. Moi, j'aime faire... En fait, ce qui m'amuse, c'est de ressusciter des moments de notre histoire qui ont eu une importance capitale pour les contemporains et qui est totalement oublié ou presque. Donc c'est ce que j'ai fait avec l'été des 4 rois et la Révolution de 1830, totalement oublié entre 1789 et 1848. C'est ce que j'ai fait avec la Chambre des dupes sur les fameuses maladies de Metz, où Louis XV a été obligé de faire une amende honorable, ce qui à mon avis a signé l'arrêt de mort de la monarchie 40 ans plus tard. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que ce sont des faits comme ça oubliés et qui permettent, parce que justement, ils sont oubliés, parce qu'on n'en parle plus, d'abord de surprendre. Et je me dis, au fond, le lecteur, ça peut l'amuser d'être surpris et de dire, je connais, mais le nombre de lecteurs qui sont venus, moi je ne connaissais pas la Révolution de 1830, alors cette histoire de Louis XV à Metz, j'en avais jamais entendu parler, mais justement, et ça permet par ces petits faits, encore une fois, qui ont été très importants aux yeux des contemporains, de rentrer par une toute petite porte dans l'histoire de France. Et vous n'avez pas choisi cette période parce qu'il y avait des liens évidemment avec la nôtre, il y a une inflation, la Régence est plutôt une période progressiste, il y a des émeutes qui rappellent évidemment les Gilets jaunes, il y a des incendies à Paris, enfin l'histoire se répète inlassablement. Alors je vais vous dire, c'est plutôt l'histoire qui me rattrape que moi qui rattrape l'histoire. C'est ça qui m'a... Je vais vous faire une chose fascinante. Alors évidemment, je ne pouvais pas écrire la scène inaugurale de l'incendie du Petit Pont sans penser à ce que nous avions tous vu avec l'incendie de Notre-Dame. Mais regardez l'été des 4 rois. Il sort en août 2018. Le livre commence sa carrière, il reçoit le Grand Prix de l'Académie française, arrivent les Gilets jaunes. Mais j'étais stupéfait. Je me souviens d'avoir vu chez moi, sur une chaîne d'information dont je tairai le nom pour pas faire, la foule s'attaquer aux grilles du Palais des Tuileries. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Je raconte les journées de juillet avec ce marmon partant en courant des Tuileries qui sont investis par les émeutiers. Et je vois le peuple français, qui est quand même un peuple historique. Les Gilets jaunes n'ont pas un master d'histoire, on est d'accord ? Bon, tout à fait. Eh bien, ils s'attaquent aux grilles d'un palais qui a disparu il y a 150 ans, mais qui est à ce point ancré dans notre mémoire collective. Alors, il faut dire qu'il a le malheureux palais des Tuileries, il a entre du 10 août 92 jusqu'aux journées de la Commune, il en a pris, comme on dirait les enfants, il en a pris cher. Mais donc les Français se souviennent, sont écartés de l'Élysée, parce que c'était quand même l'Élysée qui était l'Élysée, c'était insurrectionnel quand même, il faut s'en souvenir. Ils vont arracher les grilles tuileries. Alors, et c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on est dans la tragicomédie, parce que les grilles leur sont tombées dessus, il y a eu 2 morts. Bon. Donc, mais je me suis dit, comment se fait-il que mon livre arrive à la rencontre de l'histoire ? Et je vais même plus loin, la littérature en ça, parfois, elle... comment dire, elle anticipe ce qui va se passer. Et en 2018, j'ai reçu le Grand Prix de l'Académie française et Nicolas Mathieu, qui est un grand écrivain de gauche, que je connais un peu, c'est un grand écrivain de gauche, mais a écrit Leurs enfants après eux, qui est la jeunesse des Gilets jaunes. Et je me dis, mais c'est quand même invraisemblable que 2 livres primés cette année-là
sont en lien avec ce qui est en train de se passer. Et donc il faut lire votre prochain roman pour savoir ce qui se passera dans le monde. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Camille Pascal. On rappelle le titre de votre livre, L'air était tout en feu, aux éditions Robert Laffont. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.